Pour mon anniversaire, maman m'a tendu une enveloppe. Ton salaire annuel, a-t-elle ricané. À l'intérieur, un unique billet de $1 et un mot, pour la rater bonne à rien qui n'arrivera jamais à rien. Ma sœur a ri, c'est encore trop pour ce pitoyable échec. Papa s'est moqué, le clown de la famille reçoit enfin son premier vrai salaire. Mon oncle a gloussé, même les sans-abri gagnent plus. La pièce a explosé d'un rire cruel. J'ai simplement souri, plié le mot, et je l'ai glissé dans ma poche. Plus tard, je les ai surpris en train de comploter, faisons-la dormir dehors ce soir. Donnons une leçon à cette fainéante. Mon 27e anniversaire aurait dû durer 10 minutes tranquille. Un gâteau, un sourire forcé, peut-être une bougie bon marché du supermarché, et l'habituelle fausse photo de famille pour les réseaux sociaux. Au lieu de cela, ma mère a fait glisser une enveloppe blanche sur la table de la salle à manger et a dit « Vas-y, ma chérie. Ton salaire annuel. » La pièce attendait déjà de rire avant même que je ne la touche. J'ai ouvert le rabat et un unique billet de $1 a glissé dans ma paume, avec un mot plié autour comme une lame. Pour la rater bonne à rien qui n'arrivera jamais à rien. Ma gorge s'est nouée, mais je ne leur ai pas donné la satisfaction de cligner des yeux trop vite. La femme qui m'a donné la vie s'est adossée comme si elle venait de se produire au Carnegie Hall. Ma sœur aînée s'est presque étouffée en riant. Mon père a tambouriné des doigts sur la table et a appelé cela mon premier vrai salaire. Un oncle à l'autre bout a marmonné que même les mendiants récoltaient plus. Le glaçage du gâteau avait commencé à fondre sous la lumière chaude de la cuisine, et tout ce que je pouvais sentir était le sucre brûlé, le vin bon marché et la vieille odeur aigre de personnes qui aimaient l'humiliation plus que l'honnêteté. J'ai souri quand même, non pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce que quelque chose en moi s'était enfin figé. Plus tard dans la nuit, en me dirigeant vers le vestibule, je les ai entendus chuchoter dans la cuisine. « Fais-la dormir dehors » a dit une voix. Peut-être qu'une nuit dans le froid apprendra un peu de gratitude à cette fainéante. Des heures plus tard, ce sont eux qui étaient devant ma porte, sanglotant, tambourinant, hurlant mon nom, me suppliant de les laisser entrer avant que le froid n'achève ce que leur fierté avait commencé. Avant que je ne vous dise ce qu'ils ont fait ensuite et pourquoi je suis resté là, la main sur le verrou, sans pour autant ouvrir, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je veux savoir jusqu'où cette histoire résonne ce soir. Je m'appelle Claire Bennett et, à 27 ans, j'avais déjà appris la première règle pour survivre à ma famille. Ne jamais confondre le fait d'être utile avec le fait d'être aimé. C'était moi qu'ils traitaient de fainéante parce que mon emploi du temps leur paraissait étrange. Je travaillais les nuits et les week-ends comme technicienne en système de réfrigération pour une entreprise de services commerciaux à Columbus, dans l'Ohio. Je réparais des chambres froides dans des restaurants, des unités de refroidissement de supermarchés, des refroidisseurs d'entrepôts, tout ce qui tombait en panne quand tout le monde dormait ou faisait la fête. Mes mains sentaient toujours légèrement le métal, la mousse isolante et l'huile de machine. Mes bottes étaient éraflées. Mes ongles ne restaient jamais jolis bien longtemps. Et comme je ne m'asseyais pas derrière un bureau en tailleur, ma famille agissait comme si j'étais à une mauvaise décision de vivre sous un pont. Ils n'avaient aucune idée que j'étais l'une des techniciennes d'urgence les mieux notées de mon équipe, ni que j'avais passé les 18 derniers mois à économiser discrètement pour acheter un duplex dans les quartiers ouest. Je ne leur ai jamais dit. Dans cette maison, l'information était une arme. Le dîner d'anniversaire a eu lieu chez mes parents, une étroite maison de location à 2 étages qu'ils traitaient comme un royaume leur appartenant et un piège qu'ils redoutaient secrètement. Mon père n'avait pas gardé un emploi stable depuis des années. Il disait faire du conseil, ce qui signifiait surtout courir après des affaires parallèles, de l'argent emprunté et des opinions bruyantes. Ma mère, Denise, soignait l'image de la famille sur Internet comme si elle était payée pour cela. Ma sœur Megan oscillait entre des emplois à temps partiel, des disputes en ligne et le fait de me reprocher d'exister de manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. S'il y avait un sport familial dans cette maison, c'était de décider qui porterait la honte cette semaine. J'étais généralement la cible la plus facile parce que je ne mendiais plus leur approbation. Cela les rendait nerveux. Les narcissiques peuvent survivre à vos larmes. Ils commencent à paniquer lorsque vous cessez de leur en offrir. Quand j'ai ouvert cette enveloppe et que j'ai vu le billet de $1, cela a fait moins mal que le fait de savoir qu'ils l'avaient planifié. Le mot n'était pas une insulte spontanée. Il y avait des plis, des marques. Quelqu'un l'avait écrit plus tôt, l'avait soigneusement glissé à l'intérieur, l'avait transporté, attendant le bon moment sous les projecteurs. Il voulait une scène. Il voulait que je craque.
Il voulait publier les retombées plus tard avec des légendes sur l'inquiétude familiale et mon comportement instable. Au lieu de cela, j'ai replié le mot le long de ses lignes d'origine et je l'ai glissé dans la poche de ma veste comme une pièce à conviction. Ensuite, j'ai surpris le reste. Verrouille le vestibule après sa sortie. Mon père a dit, laisse-la se débrouiller. Ma sœur a ri et a demandé s'il devait me laisser la couverture du chien pour plaisanter. Quelqu'un d'autre a dit, elle se croit trop bien pour cette famille. Une nuit froide va arranger ça. Je suis resté là, dans le couloir sombre, à fixer les photos de famille encadrées qu'il n'avait jamais pris la peine de remplacer, même après que le verre se soit fissuré. Je dois vous dire ceci, je n'ai pas pleuré. Cette partie de moi s'était épuisée il y a des années. J'ai pris mes clés, mon sac de sport et l'enveloppe, je suis sorti avant qu'ils ne puissent mettre en scène leur petite punition, et j'ai conduit directement chez la seule personne qui ne m'avait jamais demandé de rétrécir pour que d'autres puissent se sentir grands. Owen Parker a ouvert la porte de son appartement à 10h43 du soir, portant des chaussettes thermiques, un vieux sweat à capuche de l'État de l'Ohio, et l'expression d'un homme qui savait déjà que ce n'était pas une visite de courtoisie. Il a regardé mon visage, s'est écarté et a dit, « Prends le canapé. Je vais faire du café. » Il n'a pas demandé si je voulais parler. Il savait très bien que non. Owen était mon ami depuis l'école professionnelle, à l'époque où un groupe d'instructeurs supposait que les femmes de notre programme abandonneraient à la mi-trimestre. Il a été la première personne à me voir changer un compresseur sous pression, et a souri comme s'il venait d'assister à un tour de magie. Nous étions proches depuis, non pas parce qu'il m'avait sauvé, mais parce qu'il n'avait jamais essayé de s'approprier mes blessures. Cette nuit-là, je me suis assise sur son canapé gris bosselé avec une couverture sur les épaules et j'ai écouté le radiateur siffler dans le coin. L'appartement sentait le café froid et la lessive. Owen a posé la tasse devant moi, et je lui ai tendu le billet de $1 et le mot. Il l'a lu une fois, la mâchoire serrée. « Tu gardes ça ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. »« Bien » a-t-il répondu. « Parce qu'un jour, ils vont agir comme si rien de tout cela ne s'était produit. » Il avait raison. Le lendemain matin, je n'y suis pas retourné. Je suis allé travailler. Il y a quelque chose de magnifiquement honnête dans les interventions de services d'urgence. Un congélateur tombe en panne. Un restaurant perd des milliers de produits en stock. Un directeur panique. Et aucun d'entre eux ne se soucie de savoir si votre mère pense que vous êtes une honte. Il se soucie de savoir si vous pouvez diagnostiquer une fuite, réinitialiser un contrôleur et remettre le système en marche avant l'aube. Mon premier travail ce matin-là était dans un entrepôt de distribution de boulangerie dans le quartier sud. À 5h30 du matin, j'étais sur une échelle sous un moteur de ventilateur d'évaporateur défaillant, ma lampe de poche serrée entre les dents, mes gants à moitié gelés par la condensation. C'était le genre de travail qui vous fait mal au dos et qui aiguise votre esprit. Résoudre le problème. Documenter la cause. Passer à autre chose. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai été instantanément libre après mon départ. Mais la liberté n'arrive pas d'un coup. Elle vient par petites étapes laides. D'abord, il y a le soulagement, puis l'épuisement, puis la culpabilité que vous ne méritez pas, puis la colère qui apparaît dans des endroits aléatoires, comme entendre des rires dans un supermarché et se demander pendant une seconde irrationnelle si c'est à votre sujet. Pendant des semaines, j'ai dormi chez Owen entre les gardes et les visites d'appartements, essayant de décider si partir relevait du courage ou simplement d'un effondrement retardé. Certaines nuits, je me réveillais à 2h00 du matin, convaincu d'avoir entendu la voix de ma mère venant de la cuisine, pour réaliser que ce n'étaient que les vieux tuyaux de l'appartement qui cliquetaient. Le corps met plus de temps que l'esprit à accepter que le danger a changé d'adresse. Je n'en ai parlé à presque personne au travail. Mon superviseur savait que j'avais besoin d'un ajustement d'horaire temporaire, et cela suffisait. Moins ma famille en savait sur mes revenus réels, mes projets ou ma direction, mieux c'était. Ils avaient toujours moqué mon métier, mais les métiers manuels paient d'une manière que la fierté ne peut pas mesurer. Heures supplémentaires, certifications, appels spécialisés, primes de risque, contrats de recommandation. Pendant qu'ils étaient occupés à jouer la supériorité, je construisais discrètement une vie avec des factures, des formations en sécurité et des journaux de réparation à 3h00 du matin. 6 mois avant mon anniversaire, j'avais acheté un duplex en utilisant mes économies, un programme pour les primo-accédants, et une quantité brutale de discipline. Je vivais dans une unité et je louais l'autre à une ancienne professeure à la retraite nommée Madame Alvarez,
qui arrosait les plantes de son Porsche comme si c'était ses enfants et me préparait des carrés au citron quand je rentrais de longue garde. Ma famille n'avait aucune idée que j'étais propriétaire de l'endroit. Ils pensaient toujours que je rebondissais entre des emplois bizarres et de mauvais choix. Je les ai laissés penser cela. Une semaine après le coup de l'anniversaire, Megan a trouvé l'une de mes photos publiques en ligne. Juste un cliché de mon camion de travail au lever du soleil avec la légende « Appel de service matinal », mais cela en vaut la peine. Et elle a commenté « Regardez qui prétend avoir une carrière maintenant. J'espère que le costume est fourni avec l'argent du loyer. » Elle l'a supprimé 1 heure plus tard, mais pas avant que je n'ai fait une capture d'écran. Ensuite, ma mère a publié une image avec une citation sur les filles ingrates et le sacrifice. Mon père a appelé une fois d'un numéro masqué et a laissé un message vocal disant que j'embarrassais la famille en disparaissant pour une plaisanterie. J'ai sauvegardé cela aussi parce qu'à ce moment-là, j'avais cessé de traiter leur cruauté comme la météo. La météo passe. C'était un schéma, un système, et les systèmes laissent des traces. Le véritable tournant s'est produit lorsque j'ai appris à quel point leur situation était réellement mauvaise. Ma tante, la seule parente qui me parlait encore comme à une personne, a appelé par accident, pensant avoir joint ma mère. En 3 minutes de conversation confuse, j'en ai appris plus qu'il n'en avait admis en 3 ans. Le loyer était en retard. Les avis de coupure d'électricité étaient déjà arrivés 2 fois. Mon père avait signé un prêt privé avec un de ses amis, un homme nommé Ray Colton, qui était exactement le genre de désastre souriant auquel tout le monde faisait confiance jusqu'à ce qu'il ait besoin de recouvrer ses dettes. Ma mère avait vendu l'alliance de ma grand-mère des mois plus tôt et avait menti à ce sujet. Megan avait atteint le plafond de 2 cartes de crédit sous le prétexte de construire une marque. Il n'était pas seulement irresponsable, il s'effondrait. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a appelé pour s'excuser pour le billet de $1. Aucun d'entre eux n'a appelé pour demander où j'étais ou si j'étais en sécurité. Leur première vraie tentative de contact n'est venue qu'après qu'ils ont commencé à avoir besoin de quelque chose. C'est là que j'ai compris la chose la plus importante dans tout ce gâchis. Ils ne me méprisaient pas parce que j'étais une bonne à rien. Ils me méprisaient parce que je devenais le genre de stabilité qu'ils ne pouvaient plus simuler. 3 semaines après mon anniversaire, ma mère a finalement appelé de son vrai numéro. Sa voix était douce de la manière dont le sirop bon marché est doux, épaisse, théâtrale. « Claire, ma chérie, nous nous sommes tous calmés. Je pense que nous devrions dîner. Recommencer à zéro. Recommencer à zéro. » Comme si la cruauté avait un bouton de réinitialisation. Comme si l'humiliation devenait inoffensive quand suffisamment de temps passait. J'ai dit non. Elle a pleuré immédiatement, ce qui m'a presque impressionné. Je ne sais pas pourquoi tu nous punis. C'était une blague. Nous essayions de détendre l'atmosphère. Le mot avait des plis, ai-je dit. Silence. Je pouvais l'imaginer en train de cligner des yeux. Puis elle a changé de tactique. Ton père est très stressé. Megan aussi. Nous sommes une famille. La famille ne devrait pas tenir les comptes. Cette phrase a résonné dans mon oreille comme du poison. Les gens qui profitent de votre silence appellent toujours la responsabilité un règlement de compte. Je lui ai dit que j'étais au travail et j'ai raccroché. Cela aurait dû être la fin. Mais une semaine plus tard, Owen m'a envoyé une photo prise devant un supermarché dans les quartiers. Mon père se tenait dans le parking, se disputant avec Ray Colton à côté d'une camionnette cabossée. La légende d'Owen disait « Tu dois savoir cela avant que les choses ne s'enveniment ». 1 heure plus tard, ma tante m'a de nouveau envoyé un message. Ricanement ils disent que tu leur dois de l'argent maintenant. Fais attention. C'est à ce moment-là que quelque chose de froid et de précis s'est installé en moi. Pas de la rage, de la stratégie. Je ne voulais pas d'une vengeance qui ait l'air dramatique pendant 5 minutes et qui disparaisse. Je voulais des conséquences qui enseignent. Je voulais un miroir qu'ils ne pourraient pas briser en me qualifiant d'émotive. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours quand un système tombait en panne. J'ai documenté. J'ai rassemblé des captures d'écran, des messages vocaux, des dates, des commentaires, d'anciens messages demandant une petite aide temporaire qui n'était curieusement jamais rendue, et le message le plus récent de ma mère sous-entendant qu'après tout ce qu'ils avaient investi en moi, je leur devais du soutien. J'ai imprimé le billet de $1. Je l'ai mis dans un dossier. Ensuite, j'ai programmé une consultation avec un avocat recommandé par le programme d'aide aux employés de mon entreprise.
Ricanement non pas parce que je prévoyais de les poursuivre immédiatement, mais parce que je refusais d'être prise au dépourvu s'ils allaient plus loin. L'avocat a écouté sans m'interrompre, a tapoté l'enveloppe avec un doigt manucuré et a dit, il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est un comportement familial coercitif. Gardez des traces. Ne co-signez rien. Ne les laissez pas établir de résidence chez vous, même temporairement. Et s'ils se présentent à votre propriété, soyez clair sur une chose. La compassion n'est pas la même chose que la capitulation. Cette phrase est restée gravée en moi. Peu de temps après, la météo est devenue brutale. L'Ohio à la fin du mois de janvier peut anéantir la confiance d'une personne en une seule soirée. Les prévisions annonçaient des pluies verglaçantes suivies d'une forte baisse des températures. À ce moment-là, je savais que mes parents étaient dans de plus grandes difficultés qu'ils ne l'admettaient. Ray faisait pression sur eux. Le propriétaire voulait être payé. Les services publics étaient instables. Et parce que les mauvaises décisions voyagent en groupe, mon père croyait apparemment que la solution était d'organiser une énième réunion d'affaires à la maison avec des hommes qui sentaient l'opportunité dans la panique des autres. Puis est venu le message de Megan qui a tout changé. Pouvons-nous utiliser ton appartement pour une nuit? Ne sois pas dramatique. Nous avons juste besoin d'un peu d'espace parce que le chauffage fait des siennes ici. J'ai fixé les mots. Aucune excuse, aucune reconnaissance, pas même un mensonge décent, juste le sentiment d'avoir tous les droits, sous une apparence plus gentille. J'ai répondu, non. Elle a répondu en moins de 20 secondes. Waouh, alors tu laisserais vraiment ta propre famille mourir de froid. J'ai regardé l'écran et je me suis souvenu du chuchotement dans la cuisine. Faisons-la dormir dehors ce soir. Je n'ai pas répondu. La tempête a frappé plus fort que prévu. En fin de soirée, la pluie verglaçante avait bloqué les rues, recouvert les lignes électriques et transformé chaque pas en un pari. Je venais de terminer une intervention d'urgence sur une chambre froide dans une supérette et j'étais rentré chez moi prudemment, les pneus luttant pour l'adhérence à chaque virage. Madame Alvarez m'avait déjà envoyé un message pour me dire qu'elle passait la nuit chez sa fille, ce qui signifiait que le duplex était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement mécanique de la chaudière récemment révisée et du tapotement occasionnel de la glace contre la vitre. Je me suis changé pour mettre des vêtements secs, j'ai vérifié le thermostat de la propriété 2 fois par habitude, et je faisais chauffer de la soupe en conserve quand mon téléphone s'est allumé avec 12 appels manqués provenant de numéros que je connaissais. Puis les coups ont commencé. Pas des coups polis, pas même des tapotements frénétiques. Des coups de tout le corps, des poings, de la panique et du désespoir jetés contre ma porte d'entrée assez fort pour faire trembler le cadre. Je me suis figé, la cuillère encore à la main. Un autre coup, puis la voix de ma mère, déchirée par le froid et la terreur. Claire, Claire, s'il te plaît. Je me suis approché de la fenêtre à côté du hall d'entrée et j'ai regardé par la fente où le rideau ne se fermait pas tout à fait. Ils étaient là. Ma mère dans un manteau de laine trempé, les cheveux plaqués sur le visage. Mon père tête nue, hurlant dans le vent entre deux toux. Megan enveloppée dans une couverture qui était déjà trempée. Et derrière eux, dans la forme sombre de l'allée, mon oncle affaissé dans une voiture qui ne voulait pas démarrer. Pendant une seconde étrange, rien dans mon corps ne bougeait. Je n'en étais pas fier. C'est juste la vérité. Parce que j'avais imaginé qu'ils auraient besoin de moi auparavant. J'avais imaginé des excuses, des supplications, des larmes, tout cela. Mais je n'avais jamais imaginé à quel point ils auraient l'air minuscules avec la glace s'accumulant sur leurs manches et la peur finalement plus forte que l'ego. Ouvre la porte, a crié mon père. S'il te plaît, nous mourrons de froid. Megan pleurait maintenant. De vraies larmes, pas le genre en colère. Claire, s'il te plaît. Nous ne le pensions pas, d'accord? Nous ne pensions rien de tout cela. J'ai déverrouillé seulement la porte intérieure, mais j'ai gardé le pen dormant enclenché sur la porte principale. Assez pour parler. Pas assez pour que quiconque puisse forcer le passage. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Ma mère a laissé échapper un son situé quelque part entre un sanglot et un halètement. La chaudière a rendu l'âme. Ensuite, les radiateurs d'appoint ont fait sauter les plombs. Ensuite, le propriétaire est venu. Ray s'est pointé aussi. Il y a eu des cris. Quelqu'un a appelé la police. Nous avons dû partir. Elle a pressé ses 2 mains contre la vitre. S'il te plaît, mon bébé, s'il te plaît. Juste pour ce soir.
J'ai regardé mon père. Ses yeux se sont détournés en premier. Pourquoi êtes-vous ici, lui ai-je demandé. Il a dégluti difficilement. Parce que nous avons besoin d'aide. Non, ai-je dit. Pourquoi êtes-vous ici? Le vent a claqué autour du porche. Finalement, il marmonné. Parce que tu es la seule à avoir un endroit chaud. Tout était là. Pas d'amour, pas de remords, juste la reconnaissance de l'utilité. J'ai glissé la main dans la poche de mon gilet et j'ai sorti le mot d'anniversaire plié. Je le gardais là parfois sans y penser. La mémoire musculaire. La mémoire des preuves. Je l'ai tenu en l'air où il pouvait le voir à travers la vitre. Vous vous souvenez de ça? Ma mère a fermé les yeux. Claire. Pas maintenant, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit doucement. Exactement maintenant. Megan a commencé à secouer la tête. Nous avons dit que nous étions désolés. Tu as ri. J'ai dit, vous avez tous ri. Ensuite, vous avez prévu de m'enfermer dehors dans le froid. Mon père s'est hérissé pendant une demi-seconde. Un réflexe plus que de la confiance. Et puis le froid a semblé lui ôter toute fierté. Nous avions tort. Ce mot a atterri plus lourdement que les coups sur la porte. Tort. Ce n'était pas une blague, ce n'était pas du stress, ce n'était pas un malentendu. Tort. Je dois vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là pour que personne ne confonde cela avec un fantasme. Je n'ai pas ressenti de triomphe comme les histoires de vengeance le vendent habituellement. J'ai ressenti de la colère, oui, de la validation, oui, mais sous tout cela se trouvait un chagrin si ancien qu'il semblait presque permanent, parce qu'entendre la vérité de la part de personnes qui refusaient de la dire plutôt ne vous guérit pas. Cela prouve simplement depuis combien de temps ils auraient pu faire un choix différent. Derrière eux, l'oncle dans la voiture a commencé à klaxonner faiblement. Ma mère a commencé à sangloter plus fort. S'il te plaît, Claire, nous t'en supplions. J'ai pensé à ce que l'avocat avait dit. La compassion n'est pas la même chose que la capitulation. Alors, j'ai fait un choix. J'ai ouvert la porte juste assez pour poser quelque chose sur le porche. Une simple enveloppe blanche. Mon père l'a fixée comme si elle pouvait contenir une clé. Ramassez-la, ai-je dit. Megan a tendu la main la première, les doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un unique billet de $1 et un mot manuscrit pour la famille qui disait « Une nuit froide apprend la gratitude ». Ma mère a émis un son que je n'oublierai jamais. Ensuite, j'ai parlé avant qu'il ne puisse le faire. Vous n'entrerez pas ce soir. Mon père a explosé en premier. As-tu perdu la tête? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, je pense enfin clairement. Ricanement, ma mère a pressé une main sur sa bouche, pleurant plus fort. Megan a fixé le mot comme si les mots pouvaient physiquement frapper la peau. Je les ai laissés le ressentir, non pas parce que je les voulais morts sur mon porche, mais parce que pour une fois j'avais besoin qu'ils comprennent que l'humiliation semble toujours plus laide vue de l'extérieur. Avant que quiconque ne panique face à ce que j'ai fait ensuite, écoutez attentivement. Je ne les ai pas laissés là, impuissants. La cruauté m'avait élevé, mais je refusais de parler couramment son langage. J'avais déjà appelé le centre d'hébergement d'urgence à 2 pâtés de maison de là quand les coups avaient commencé parce que j'avais reconnu la panique avant même d'ouvrir le rideau. Je savais que le gymnase de l'église sur la rue Broad accueillait des gens pour la nuit pendant la tempête. Je savais aussi que mon camion de travail contenait un kit complet pour temps froid, des couvertures thermiques, des chauffe-mains, de l'eau, des barres protéinées et 2 ponchos de rechange. Pendant qu'il restait là à fixer le billet de $1, j'ai posé un bac en plastique sur le porche à côté de l'enveloppe. Là-dedans, ai-je dit, il y a des couvertures, des gants, des chauffe-mains et l'adresse du centre d'hébergement. Les admissions sont ouvertes jusqu'à minuit. Ils vous prendront tous. J'ai déjà appelé pour prévenir. Mon père avait l'air offensé. Offensé? Par un temps glacial, après être arrivé chez moi comme une conséquence enveloppée de glace, l'homme trouvait encore le moyen d'avoir l'air insulté. Tu enverrais ta propre famille dans un refuge, a-t-il exigé. J'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle. Parce que certaines vérités sont si nues qu'elles perdent tout déguisement. Vous avez essayé de me faire dormir dehors pour vous divertir, ai-je dit, moi, je vous envoie dans un endroit sûr. Le visage de Megan s'est décomposé. Claire, s'il te plaît, laisse juste maman entrer. Elle tremble.
Alors emmène-la au refuge maintenant. Ma mère a murmuré mon nom de la manière dont les gens murmurent des prières qu'ils auraient dû dire bien plus tôt. Bébé, je sais que nous t'avons fait du mal. Je sais que nous l'avons fait, mais ne pourrais-tu pas ne pas faire ça comme ça? Cette question a coupé plus profondément que n'importe quelle insulte qu'il m'avait jamais lancée. Car à l'intérieur se cachait la supposition que leur cruauté avait un format approprié, et que ma limite n'en avait pas. Fais-nous du mal plus doucement, voulait-elle dire. Protège notre dignité pendant que nous nous tenons sur les ruines de la tienne. J'ai secoué la tête. Non, plus jamais comme ça. Ensuite, parce que je voulais qu'il n'y ait aucune confusion, j'ai dit la chose que j'avais besoin de dire depuis des années. Vous n'obtenez pas un accès d'urgence à ma personne simplement parce que vos choix sont devenus gênants. Être mes parents ne fait pas de ma maison votre plan de secours. P. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Même le vent semblait s'arrêter. Finalement, mon oncle est sorti de la voiture en trébuchant, jurant à voix basse, et a attrapé le bac. Mon père lui a marmonné quelque chose de méchant. Mégane a tressailli. Ma mère avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'une heure plus tôt. C'était le premier portrait honnête de ma famille que je voyais de toute ma vie. Pas puissant, pas juste, pas uni. Juste un groupe d'adultes effrayés découvrant que la manipulation cesse de fonctionner lorsque la cible comprend le mécanisme. Prenez les couvertures, ai-je dit. Prenez l'adresse. Partez maintenant. Ma mère s'est penchée, a ramassé l'enveloppe à nouveau et l'a serrée contre sa poitrine comme une preuve d'un procès qu'elle venait de perdre. Puis elle a demandé, presque trop doucement pour être entendue, « Est-ce cela que tu voulais, nous regarder souffrir ?» Cela avait de l'importance, car c'était la question que tout le monde pose lorsque les conséquences arrivent enfin. Comme si la souffrance ne devenait réelle qu'une fois qu'elle les touchait. Non, ai-je dit. Ce que je voulais, c'était que vous vous arrêtiez avant d'en arriver là. Ils sont partis. Pas avec grâce. Pas avec gratitude. Mon père jurait encore. Mégane pleurait encore. Mon oncle a failli glisser sur l'allée. Ma mère s'est retournée une fois depuis le trottoir, debout sous la lumière jaune du porche avec le grésil parsemant son manteau, et m'a regardé avec le genre d'expression qui vit quelque part entre la honte et la révélation. Puis ils sont montés dans 2 voitures défaillantes et se sont éloignés lentement vers le refuge de l'église. J'ai verrouillé la porte et j'ai appuyé mon front contre elle si fort que le bois m'a fait mal. Ensuite, je me suis assise par terre et j'ai tremblé. Parce que les limites coûtent cher quand on vous a appris à les confondre avec une trahison. Owen est arrivé 20 minutes plus tard après que je lui ai envoyé un message de seulement 4 mots. Ils sont venus ce soir. Il est entré sans faire de bruit, m'a apporté du thé, a écouté et n'a rien dit pendant un long moment. Finalement, il a demandé, « Penses-tu avoir fait ce qu'il fallait ?» J'ai regardé le pêne dormant, le rideau qui bougeait encore légèrement à cause du courant d'air, la table du couloir où le vieux mot d'anniversaire avait vécu dans ma poche comme une écharpe pendant des semaines. Je pense, ai-je dit lentement, que j'ai fait la chose qui ne m'a pas détruite. Il a hoché la tête comme si c'était une réponse suffisante. Le lendemain matin, l'histoire m'est parvenue par bribes. Le propriétaire avait officiellement expulsé mes parents de la location après des mois d'arriérés, des dommages matériels et une dernière nuit de menaces et de chaos impliquant Ray Colton. Une installation de chauffage d'appoint illégale et des voisins qui en avaient assez de faire semblant de ne pas entendre les disputes à travers le mur. La police n'avait arrêté personne, mais elle avait clairement fait comprendre que la maison n'était plus une option. Ray, sans surprise, avait disparu à la seconde où l'attention juridique était entrée en scène. Mon père avait lié la famille à des hommes comme cela parce qu'il préférait les raccourcis à la structure. Ma mère l'avait encouragé parce que l'apparence semblait plus facile que la vérité. Mégane les avait copiés tous les deux et avait appelé cela de l'indépendance. Ils ont passé 2 nuits dans le centre d'hébergement. Ensuite, ma tante a hébergé ma mère temporairement, mais pas mon père. Un cousin a accepté de laisser Mégane dormir sur son canapé si elle trouvait du travail dans la semaine. Mon oncle a disparu dans le coin de malchance qu'il avait produit. La famille qui riait autrefois autour d'une table d'anniversaire comme si elle était intouchable s'était divisée sous la pression de la vraie vie. Et pour la première fois, il n'y avait plus un seul bouc émissaire pour absorber les dégâts. 3 jours plus tard, ma mère m'a envoyé par message une photo de l'enveloppe que j'avais laissée sur le porche. Le billet de $1 était toujours à l'intérieur. Mon mot aussi. Sous l'image, elle a écrit « J'ai lu ceci 20 fois. Je pense que je comprends enfin ce que tu as ressenti.
J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Tu en comprends une seule nuit, ai-je tapé. Moi, j'en ai vécu des années. Elle n'a pas répondu avant le soir. Tu as raison. C'était la première phrase claire qu'elle m'ait jamais envoyée. Au cours du mois suivant, il s'est produit quelque chose qu'aucune leçon, dispute ou confrontation dramatique n'avait jamais réussi à accomplir auparavant. La réalité a pris le dessus. Mon père ne pouvait pas bluffer un propriétaire, un prêteur, la météo ou les règles d'admission d'un refuge. Meghan ne pouvait pas se sortir de ses soldes impayés et de ses ponts coupés à l'aide de hashtags. Ma mère, privée de son public, a dû faire face au fait que toute sa version de la maternité avait été construite sur la performance et la hiérarchie plutôt que sur l'attention. La honte a finalement fait ce que l'amour avait échoué à faire. Elle les a rendus honnêtes, pas instantanément, pas parfaitement. L'honnêteté venait encore par éclats et partiels. Mon père m'a laissé 2 messages vocaux alternant entre la colère et l'apitoiement sur lui-même avant qu'un silence ne remplace les deux. Meghan a envoyé un message qui commençait par « Je sais que tu penses être meilleur que nous » et se terminait par « Mais j'ai eu un entretien d'embauche dans un cabinet dentaire et j'essaie de ne pas tout gâcher ». C'était la chose la plus proche de l'humilité qu'elle ait jamais produite. Ma mère a demandé si elle pouvait me rencontrer en public, non pas pour demander quoi que ce soit, juste pour parler. Je l'ai fait attendre une semaine. Ensuite, j'ai choisi un restaurant de l'autre côté de la ville à midi. En plein jour, en terrain neutre. Elle est arrivée en avance. Pas de maquillage, pas de soupir dramatique, pas de discours préparé pour les réseaux sociaux. Juste Denise Bennett dans un manteau bleu marine devenu brillant au coude, assise avec ses 2 mains autour d'une tasse de café à laquelle elle n'avait pas touché. Je pensais qu'être le parent signifiait que je pouvais définir ce qui se passait, a-t-elle dit après que je me suis assise. Si j'appelais cela des taquineries, c'était des taquineries. Si j'appelais cela de la discipline, c'était de la discipline. Si je te traitais d'ingrate, alors ta blessure n'avait pas d'importance. Elle a dégluti. J'avais tort. C'était encore là. Tort. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Elle a continué. Quand tu n'as pas ouvert la porte, je t'ai détesté pendant environ 10 minutes, peut-être 15. Ensuite, nous sommes arrivés à ce refuge et j'ai vu des mères avec des enfants, des vieillards qui n'avaient nulle part où aller. Des femmes essayant de ne pas pleurer sur des chaises pliantes, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « J'ai fait cela à ma propre fille pour m'amuser. Je voulais que tu te sentes impuissante pour que je puisse me sentir en contrôle. » J'ai laissé cela s'installer entre nous. Ensuite, j'ai demandé « Alors, que faisons-nous maintenant ?» Elle a cligné des yeux comme si la question la surprenait. Peut-être s'attendait-elle à ce que le pardon fonctionne comme une réinitialisation. Peut-être n'avait-elle pas réalisé que des remords sans changement ne sont qu'une autre performance. Maintenant, a-t-elle dit lentement, je suis une thérapie. Je trouve un travail. J'arrête de te demander de réparer ce que j'ai aidé à briser. Et si tu ne me fais plus jamais confiance, je vis avec cela. Cette réponse a fait quelque chose de dangereux en moi. Elle a fait paraître la réconciliation possible, pas garantie, pas facile, juste possible, ce qui est à certains égards plus difficile que de couper les ponts pour toujours. La colère est plus simple que la reconstruction. Je lui ai dit la vérité. Je ne suis pas prête à te laisser revenir dans ma vie comme tu le souhaites. Elle a hoché la tête immédiatement. Je sais que tu n'auras pas la clé de ma maison. Je sais que tu ne m'emprunteras pas d'argent. Elle a baissé les yeux. Je sais que tu ne diras pas aux gens que nous sommes de nouveau proches simplement parce que nous avons eu une conversation. Un petit sourire triste a effleuré sa bouche. Je sais. Pour la première fois de ma vie, j'ai cru qu'elle m'entendait peut-être vraiment. Quant à mon père, le changement est venu plus lentement et plus vilainement. Il a pris un travail contractuel par l'intermédiaire d'un ami de ma tante et a passé plusieurs semaines à blâmer la malchance avant d'admettre finalement que chaque désastre de sa vie portait ses empreintes digitales. Nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons peut-être jamais. Meghan a loué une chambre avec 2 collègues après avoir décroché ce travail au cabinet dentaire. Un mois plus tard, elle m'a envoyé une photo de son premier vrai salaire et a écrit « J'ai pensé au dollar. Je comprends maintenant. » Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai fini par répondre. La croissance mérite des témoins, même lorsque la confiance n'est pas revenue. Le printemps est arrivé. La glace a fondu.
Mon Porsche a perdu les bosses de leurs points après que j'ai poncé et repeint le cadre moi-même un dimanche après-midi. Madame Alvarez a apporté de la limonade et m'a dit que la nouvelle couleur donnait à tout l'endroit un aspect plus solide. J'ai ri à cela parce qu'elle avait peut-être raison. Peut-être que les maisons absorbent ce à quoi nous survivons. Quelques semaines plus tard, j'ai trouvé le mot d'anniversaire original dans la poche d'une veste en changeant de vêtements pour les beaux jours. Le papier était ramolli au niveau des plis, l'encre légèrement brouillée par la nuit où ma main avait transpiré autour. Pendant un long moment, je l'ai simplement regardé. Ensuite, je l'ai emporté dehors, dans le brasero en métal de l'arrière-cour, j'ai approché une allumette d'un coin et j'ai regardé les mots se recroqueviller vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des flocons noirs s'élevant dans l'air du soir. C'est la partie que personne ne voit dans les histoires de vengeance. La vraie victoire n'est pas quand ils supplient. Ce n'est pas quand ils disent enfin que vous aviez raison. Ce n'est même pas quand les conséquences atterrissent exactement là où elles le devraient. La vraie victoire est plus silencieuse. C'est le jour où vous réalisez que leur version de vous n'a plus d'accès légal à votre esprit. C'est le jour où leur cruauté cesse de raconter votre vie. Alors oui, pour mon anniversaire, mes parents m'ont donné $1 et un mot me qualifiant de raté bonne à rien. Et oui, des heures plus tard, ils étaient devant ma porte, suppliant dans le froid, tambourinant et hurlant et apprenant que la fille qu'ils avaient rejetée était devenue la seule personne stable qui restait dans leur orbite. Mais la partie la plus importante n'est pas que je leur ai fait du mal. C'est que j'ai refusé de laisser leur douleur me transformer en eux. Je n'ai pas ouvert ma porte pour capituler. Je ne les ai pas laissés dehors pour mourir. Je les ai envoyés dans un endroit sûr et j'ai laissé la réalité leur donner la leçon qu'ils avaient repoussée pendant des années. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Les titres familiaux ne peuvent pas excuser la cruauté. Et parfois, la leçon la plus éducative, la plus douloureuse et la plus nécessaire est la suivante: si vous passez des années à traiter quelqu'un comme s'il était jetable, un jour vous pourriez vous retrouver debout dans le froid, à supplier la personne même à qui vous avez appris à vivre sans vous. Dites-moi honnêtement, si vous aviez été à ma place cette nuit-là, avec votre main sur le verrou et leur voix se brisant à l'extérieur, auriez-vous ouvert la porte ou les auriez-vous laissés apprendre enfin à se sauver eux-mêmes? À mon avis, la partie la plus puissante de cette histoire n'est pas lorsque la famille de Claire souffre, mais lorsqu'elle refuse de devenir cruelle comme eux. Elle se protège, pose une limite et choisit quand même une voie plus sûre au lieu de la pure vengeance. Cela rend la fin plus significative et émotionnellement réelle. Cela montre que grandir ne consiste pas à humilier les gens en retour, mais à refuser de laisser la douleur définir votre caractère. Si vous étiez à la place de Claire, auriez-vous ouvert la porte cette nuit-là ou auriez-vous fait le même choix qu'elle?